La revue de presse, Olivier Delagarde. Est-il en train de se passer quelque chose d'historique dans la vie politique française ? Eh bien, la réponse est oui, mon cher Dimitri. C'est en tout cas ce que pense Nicolas Bétou, le patron de l'Opinion. Deux événements sont venus effectivement percuter toutes les certitudes sur lesquelles la partition partisane s'était organisée depuis des décennies, écrit-il. C'est d'abord Jordan Bardella, reçu en visite officielle en Israël, qui achève de mettre à terre l'historique détestation des Juifs de Jean-Marie Le Pen. Et c'est à l'inverse Jean-Luc Mélenchon, incapable de s'excuser pour une affiche ignominieuse. La question juive avait érigé au fil des décennies une frontière infranchissable entre l'extrême droite et le reste de la classe politique. Voilà que dans un retournement brutal des valeurs, c'est à l'extrême gauche que l'on voit désormais grandir un antisémitisme systémique. Mais ce n'est pas tout, poursuit le patron du quotidien libéral. La gauche est également en train d'abandonner la défense de la liberté d'expression. C'est l'affaire Boualem-Sansal qui a révélé, dans sa vérité crue, la paralysie totale des moralistes de la gauche bien pensante, et d'autant plus silencieux pour exiger la libération du vieil homme qu'il se situe plus à gauche. Et il faut effectivement lire dans le même journal l'article d'Antoine Oberdorf sur la manifestation qui a eu lieu devant l'Assemblée nationale en faveur de l'écrivain franco-algérien. Dites, monsieur Glucksmann, ça fait quoi d'être le seul député de gauche présent ? Interroge un journaliste un peu perfide. Non, il y a d'autres personnalités de gauche, balaye du regard l'eurodéputé sans vraiment trouver d'âme secourable. Alors si, il y avait quand même Laurence Rossignol et Jérôme Guedj. Pour le reste, les bataillons socialistes sont restés à la caserne, constate Oberdorf. Et puis, il y avait aussi Guillaume Lacroix, le chef du parti radical de gauche, qui fut donc le seul orateur de son camp à prendre la parole. « J'en suis malade », confia-t-il plus tard au journal. « Je ne pensais pas un jour parler devant Éric Zemmour et le désert de mes amis. La gauche a renié l'esprit des Lumières. C'est la capitulation face à nos valeurs. On avait déjà senti que toute la gauche n'était pas Charlie. Cette histoire se prolonge avec Sansal, poursuit-il. La liberté d'expression, oui, mais le droit au blasphème, oui, mais à force de plaquer des réserves sur des principes intangibles, conclut Lacroix, Voltaire finit dévoré par ses enfants. On change complètement de ce sujet, Olivier Delagarde, avec l'affaire de la mort du petit Émile. Oui, et il faut dire que tous les ingrédients sont réunis pour passionner les foules et donc les journaux. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui semble plus en pointe sur le sujet. Le journal a dépêché 3 de ses limiers sur place, Ronan Folgoas, Vincent Gautrone et Jérémy Famelet, et leurs révélations sont assez stupéfiantes. En fait, les enquêteurs de la gendarmerie ont bien la conviction qu'Émile a été tué, accidentellement ou volontairement, mais il a été tué et que l'auteur a ensuite imaginé une mise en scène au-delà du macabre. Les enquêteurs disposent de la preuve scientifique irréfutable que le corps de l'enfant a séjourné à 2 endroits différents dans la nature, mais aussi dans un milieu protégé des éléments naturels, comme si le corps avait été caché durant des mois avant d'être déposé en pleine nature. D'autres analyses sur le crâne d'Émile ont ensuite mis à jour une lésion compatible avec une intervention humaine, écrit encore le journal. Enfin, l'analyse du t-shirt de l'enfant invalide complètement l'hypothèse d'une mort en forêt. Voilà les éléments factuels découverts par le Parisien aujourd'hui en France. Quant à son autre papier, portrait à charge du grand-père, décrit comme catholique traditionnaliste, donc forcément suspect, on lui en laisse l'entière responsabilité. Et la conférence de presse du procureur dans cette affaire, elle aura lieu à 10h30 ce matin. Europe 1 sera évidemment sur place et on aura largement le temps d'y revenir lors de Pascal Praud et vous tout à l'heure à partir de 11h. On passe au 15, salopard. Yes, the dirty 15, que l'on peut traduire tout à fait littéralement, mon cher Dimitri, vous avez raison, par les 15 salopards. L'expression claque à la une des Échos. Les salopards, c'est ainsi que nous appelle effectivement l'administration Trump. Le 2 avril prochain, le président américain va donc appliquer des droits de douane sévères en visant 15 salopards, 15 pays ou groupes de pays, dont l'Europe et la Chine, accusés d'arnaquer les États-Unis. Cela va donc secouer fort. En Europe, les banquiers centraux redoutent aussi un lâchage de la Fed en cas de crise des liquidités. Bref, c'est un peu comme au procès de Depardieu, un choc entre l'ancien et le nouveau monde. Mais peut-être pour remonter le moral de tous les salopards européens, lisez l'interview de Volodymyr Zelensky au Figaro. Et cette leçon qu'il nous adresse, parce que lui, affronté de vrais salopards, il l'éprouve directement depuis 3 ans.
Les Européens savent que désormais, ils ne doivent compter que sur eux-mêmes, déclare-t-il à Isabelle Lasserre. C'est difficile, mais ce n'est pas l'apocalypse. L'Europe en est capable, elle est forte et intelligente, elle possède une histoire, une éducation, une richesse culturelle, un attachement à la liberté qui lui donne de nombreux atouts. Elle ne doit pas avoir peur de la Russie, elle ne doit pas donner prise à Poutine, car, encore une fois, conclut-il, quand vous êtes faible, vous êtes mangé. Quoi d'autre dans les journaux, Olivier ? Eh bien d'abord, les politiques ne sont pas responsables de tout, et notamment pas des grosses erreurs concernant les prévisions de croissance et donc du niveau d'endettement de la France. Pour une fois, ce n'est pas eux. C'est ce qui ressort des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les errements de Bercy, révèlent les Échos. On avait accusé Bruno Le Maire d'avoir travesti la réalité. On avait tort. Les premiers éléments d'analyse disculpent les gouvernements Borne et Attal, écrivent Sébastien Dumoulin et Stéphane Loignon. En revanche, ils pointent des fautes techniques lourdes aux incidences politiques majeures de la part du Trésor et de la DGFiP. Ces derniers ont commis une erreur d'évaluation des recettes de plus de 30 milliards d'euros. Mais rassurez-vous, Dimitri, tous ces énarques inspecteurs des finances ne seront jamais sanctionnés. Alors en revanche, lui, il risque gros. Si vous n'avez pas suivi le procès de Depardieu, ne loupez pas le compte-rendu d'audience du Figaro. Gérard Depardieu dans le théâtre de la justice, titre laconiquement le journal. Plaignantes et accusés sont venus avec leurs supporters, écrit Margot Dademar. Sur les bancs, deux camps s'observent, se toisent, s'affrontent, comme un choc entre l'ancien et le nouveau monde. D'un côté, on soupire d'indignation lorsque Fanny Ardant dit que Gérard Depardieu est un grand acteur. De l'autre, on s'impatiente quand une témoin dit qu'elle a continué à travailler sur le tournage malgré une agression de la part de Gégé, parce qu'en tant qu'intermittente, il faut bien faire ses heures. Ça, c'est en page 9 du Figaro. Et puis, hasard de l'actualité, la page suivante, vous découvrirez un article passionnant sur cette première chirurgicale. Des médecins chinois sont parvenus à greffer chez un homme cliniquement mort un foie de cochon génétiquement modifié. Il a ainsi survécu une dizaine de jours et cette prouesse technique suscite de nombreux espoirs dans le monde entier, expliquait Lisa Doré. Alors, quel rapport entre les deux articles, me direz-vous ? J'allais vous demander. Eh bien, il nous invite à ne pas oublier que même à l'heure de balance ton porc, dans le cochon, tout est bon. Qui craint le grand méchant loup? C'est peut-être vous, ce n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. Tralalalala.